Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, dans cette vidéo, on va encore parler des fonds type SICAV et FCP. Comme vous le savez, dans une précédente vidéo que je vous invite à consulter ici, je vous avais donné la preuve en fait que les fonds ont des performances très décevantes. En particulier, plus de 80% des fonds type SICAV et FCP ont une performance inférieure au marché, que cette performance en moyenne est quand même entre 10 et 30% inférieure au marché, et que il est difficile en fait d'identifier les meilleurs fonds, puisqu'en fait ce ne sont jamais les mêmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ils sont mauvais. Après vous avoir dit à quel point ils sont mauvais, maintenant je vais vous expliquer pourquoi ils sont mauvais. Alors vous voyez ce slogan, ces trois slogans en fait, à mon avis illustrent bien mon intention, ma chaîne, à la fois inspiration, j'espère vous inspirer, collaborer avec vous et innover dans la manière de présenter la bourse. Je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenusdividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je précise aussi que je suis l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes. Allez, on commence tout de suite. Alors, une fois qu'on a fait le constat de dire que les fonds ont des performances décevantes, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi les fonds sont mauvais? Alors, la réponse intuitive et qui pourrait paraître évidente par rapport à cette question, c'est de dire que les gérants sont mauvais. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisque assez logiquement, les gérants ont en fait, en moyenne, une performance égale au marché. Et quand on y réfléchit bien, finalement, cette réponse est logique, elle est évidente. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gérants, donc ceux qui achètent et vendent les actions, ce sont eux qui fixent les prix des actions, ce sont eux qui font le marché en fait. Donc en moyenne, ces gérants de fonds ont une performance égale au marché, donc que ce soit le marché parisien, le marché américain, etc. Comme ce sont les plus gros intervenants sur le marché, eh ben, ce sont clairement eux qui déterminent le prix des actions. Il faut aussi dire que les gérants n'ont pas la vie facile, entre guillemets, puisqu'ils ont pas mal de contraintes réglementaires et que en fait, c'est plus difficile pour eux de gérer un portefeuille de fonds que pour vous de gérer votre propre portefeuille. Ils ont des contraintes sur les liquidités, sur le montant minimum à investir, sur le nombre d'actions, enfin la proportion de chaque action à avoir dans le portefeuille, etc. Donc, à leur décharge, il faut bien dire que c'est pas forcément évident pour eux. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la raison principale du fait que les fonds ont une performance très décevante en général? Et bien la raison en fait elle est assez simple, elle tient en un mot, les frais. Alors là dans ce domaine-là, on est vraiment, c'est la fête au village, c'est la fête à neuneux, puisque je vais vous lister là tous les frais qu'il y a dans un fonds quand vous achetez un fonds en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un fonds, vous achetez un fonds avec une performance nette, c'est-à-dire avec la performance brute du gérant moins les frais. Ce sont ces frais qui grèvent la performance des fonds. Alors je vais vous les lister maintenant. Il y a d'abord les frais d'entrée qui se montent en général entre 0 et 5%. Donc du montant investi dans ces fonds. On peut aussi noter les frais de sortie qui aussi en général coûtent entre 0 et 5% de vos investissements. Alors en général ces frais d'entrée et frais de sortie rémunèrent pas directement le fonds puisqu'il rémunère en général les intermédiaires. Alors c'est quoi les intermédiaires? C'est votre banquier, votre conseiller, l'assureur qui vous a amené à acheter ces fonds. Sur ces frais d'entrée et ces frais de sortie, il faut savoir qu'ils sont perçus qu'une seule fois, donc à l'entrée ou à la sortie, mais qui sont aussi dépendants de la négociation que vous pouvez avoir avec votre intermédiaire, avec votre courtier aussi. Oui, aussi les courtiers prennent, c'est comme ça que les courtiers se rémunèrent, et donc c'est pour ça qu'il y a une fourchette entre 0 et 5%. Les fonds déterminent un montant maximal, mais il faut savoir que ces frais, vous pouvez les négocier indirectement ou directement avec votre courtier, avec votre banquier, avec votre assureur ou avec votre conseiller. En plus des frais d'entrée et de sortie, il y a un certain nombre d'autres frais. Alors, il y a d'abord les frais de gestion. Donc ça, ce sont les frais qui rémunèrent la gestion du fonds. Donc c'est clairement des frais qui vont dans la poche des gérants et de la société de gestion.
Mais il y a aussi d'autres frais, peut-être moins connus, en particulier les frais de dépositaire, c'est-à-dire que les gérants ont une obligation de déposer les fonds chez un dépositaire, donc qui va aussi prendre de l'argent. Comme les fonds sont une société normale, il y a aussi des frais juridiques, des frais de conseil, des frais d'audit, des frais de commissariat aux comptes, etc. En plus de ces frais, il y a des frais aussi de distribution, donc qui servent à rémunérer soit les intermédiaires comme on a évoqué tout à l'heure, mais aussi parfois et souvent d'ailleurs les frais de publicité. Vous avez déjà vu dans les magazines beaucoup de pubs sur les fonds en fait en particulier, et donc ces frais de publicité en fait c'est vous qui les payez entre guillemets indirectement dans les frais de distribution qui sont répercutés donc dans les frais du fonds. Mais on peut aussi parler d'un autre frais, par exemple, ça c'est des frais qui sont un petit peu difficiles à prévoir, ça s'appelle les frais de mouvement. C'est quoi les frais de mouvement en fait? C'est que chaque fois que, on va dire que c'est en fait des frais de courtage, chaque fois que le gérant achète ou vend des actions, ben, en fait il a des frais, bon, un petit peu comme vous en particulier, qui êtes un particulier et qui achetez ou vendez des actions avec votre courtier, vous avez des frais de courtage, donc ça ce sont des frais de mouvement. Dans les frais de mouvement, il y a aussi parfois les taxes comme la taxe sur les transactions financières qui peuvent impacter ces frais. Pour des actions étrangères, en particulier anglaises, il y a ce qu'on appelle la duty stamp. Donc voilà, donc ça c'est tous ces frais qui sont liés à l'achat et à la vente des actions du fonds. Alors il faut savoir que les 5 derniers frais que je vous ai évoqués, c'est-à-dire les frais de distribution, les frais de mouvement, les frais de dépositaire, les frais de gestion et les frais de conseil, en fait sont regroupés en général sous le terme de frais courants. Et ces frais courants sont les frais les plus importants. Mais attention, ce n'est pas tout, il y a aussi parfois des frais de surperformance. Alors là, c'est quand même hallucinant quand on connaît le résultat des fonds, mais ces frais sont réels et il faut savoir que sur le marché français, en fait, ces frais se montent entre 0,14 et 0,31% des frais totaux. 0,14 c'est pour les actions européennes et 0,31% c'est pour les actions françaises, pour les fonds d'actions françaises. Donc voilà, donc ça ce sont des frais qui sont complètement hallucinants quand on connaît la performance des fonds. Mais il faut savoir qu'ils existent. Alors c'est pas dans tous les fonds, mais ils existent et en moyenne ils sont quand même assez importants puisqu'ils tournent autour de 0,14 à 0,31%. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent facturer des frais de surperformance alors que même les fonds sont entre guillemets sous-performants puisqu'ils ont une performance en général inférieure au marché? Ben, c'est très simple, en fait, ils décident leurs règles eux-mêmes et en fait, par exemple, je vous donne un exemple, il peut très bien arriver qu'un fonds, disons, fasse moins 80% une année et l'année d'après, il fasse plus 30%. Donc au final, sur les 2 ans, vous avez perdu de l'argent, mais sur les 30%, sur l'année où il fait plus 30%, il peut très bien prendre une commission de surperformance. Alors bien entendu, malheureusement, il n'existe pas de rétrocession de sous-performance. Il n'y a jamais ça dans aucun fonds. C'est-à-dire que autant ils peuvent se goinfrer s'ils ont une année positive, autant s'ils ont une année catastrophique, vous inquiétez pas, ils vont pas réduire leurs frais pour autant. Pour être vraiment complet sur l'ensemble de ces frais, il faut être assez clair, c'est-à-dire que tous les fonds n'appliquent pas tous ces frais. En particulier, les frais de surperformance ne sont pas appliqués dans tous les cas. Ce que je vous donne là comme information, c'est une moyenne générale, mais c'est pas forcément vrai dans tous les cas. C'est comme les frais d'entrée, les frais de sortie, etc. Bon, par contre, les frais courants, ceux-là, ils sont dans tous les cas facturés, entre guillemets, dans la performance du fonds. Ce qu'on peut dire de manière générale sur les frais dans les fonds, en fait, c'est d'abord qu'ils sont relativement opaques. Je sais que ce que je viens de vous énumérer comme frais, en fait, peu de gens les connaissent. Et pourquoi? En fait, parce qu'ils sont difficilement accessibles. Clairement, dans les pubs, il n'y a pas marqué tous ces frais, hein. Ou alors en petit caractère en bas de la publicité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles, qu'on ne peut pas les connaître, mais il faut vraiment fouiller. Et en fait, il faut fouiller, il faut chercher ce qu'on appelle un document qu'on appelle le DICI, le document d'information clé pour l'investisseur. Voilà comment ça s'appelle. Et donc c'est dans ce DICI qu'on trouve l'ensemble des frais qui s'appliquent au fonds. Il y a aussi le document de référence qui est encore plus complet sur ce sujet. Mais voilà, donc il faut vraiment aller chercher cette information. Sous cette vidéo, je vous donne un exemple précis d'un fonds et de la partie frais justement dans le DCI qui
DIC, pardon, qui explique les frais. Non seulement ces frais sont opaques, mais aussi on peut dire qu'ils sont variables, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre, alors à la fois par exemple les frais d'entrée, les frais de sortie vont dépendre, comme je vous ai expliqué auparavant, de votre intermédiaire, de votre courtier, de votre banquier, de votre assurance, etc. Donc ça, ce sont des frais qui dépendent en fait et qui peuvent être négociés encore une fois. Mais comme vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure, les frais de mouvement aussi, eux, sont variables. Ils dépendent du nombre d'actions d'achat-vente que le gérant va faire. Donc en fait, ce sont en général des frais qu'on ne connaît pas à l'avance. Et les frais qu'ils indiquent dans le DICI, voilà, sont des frais en fait de l'année précédente en général. Donc, les frais sont globalement à la fois variables pour chaque fonds, mais aussi variables dans le temps. Donc, tout ça fait qu'en fait, les frais, au final, sont extrêmement imprévisibles. Donc, non seulement ils sont relativement élevés, comme on va le voir après, mais en plus, on peut même pas être sûr qu'ils soient toujours les mêmes chaque année. Donc c'est vrai, on a vraiment peu de visibilité. Ça aussi, c'est vraiment un élément d'incertitude qui ne rend les fonds pas très attractifs. D'ailleurs, je vous rappelle que moi, je n'ai pas de fonds dans mon portefeuille, comme vous pouvez le constater en téléchargeant mon portefeuille sur mon site. L'autre point important à savoir, c'est que les frais les plus importants sont ce qu'on appelle les frais courants, donc les 5 frais que je vous ai évoqués tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces frais s'appliquent tout le temps, en fait, tous les jours, tout le temps. Dès que vous avez investi dans le fonds, vous avez ces frais qui s'appliquent sur la part de votre fonds, et donc en fait ils sont permanents, si je puis dire. Alors je dis ça parce que dans mon article précédent, j'avais eu un commentaire d'une personne qui me disait: oh, moi je suis super intelligent, je choisis des frais sans frais d'entrée et sans frais de sortie. Oui, enfin, ça représente pratiquement rien, les frais d'entrée et les frais de sortie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous font des promos là-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, souvent sur Bourse Direct ou sur Bing, quand je me connecte, j'ai un gros message, frais d'entrée gratos sur tel fonds, etc. Oui, bah, c'est facile, ça coûte pas très très cher, et en fait, ça attire les gens dessus, sur le gratuit, mais en fait, il faut savoir que ces frais sont pas la plus grosse partie des frais dans un fonds, parce que ce sont les frais courants qui sont les plus élevés et qui impactent le plus la performance d'un fonds. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, au final, les frais des fonds se montent à peu près à 2,3%. Donc ça, c'est des chiffres de 2015 de l'AMF. Et il faut savoir aussi que ça dépend vraiment de chaque marché ou de chaque catégorie de fonds, en fait, entre les fonds français, européens, etc. Donc, mais globalement, la moyenne, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez le montant total. Donc, et ça, ce sont les frais tout compris, hein, surperformance, etc. Alors quand vous voyez ce chiffre, vous pouvez me dire: mais oui, mais Bertrand, finalement c'est pas énorme, tu nous parles des frais, etc. Ils sont nombreux, mais au final ils sont pas très importants. Oui, enfin, faut voir ce que ça représente quand même, 2,3% de frais. Je vais vous donner un exemple très précis. Imaginons que vous investissiez 10 000 € au départ avec un rendement brut, donc hors frais, de 6% par an. Il faut savoir que c'est typiquement le genre de performance qu'a le CAC 40 par exemple sur une longue période. Donc c'est typiquement le genre de performance que vous pourriez avoir sur une longue période en investissant par exemple dans un tracker. Donc si on prend ces 10 000 € investis, au bout de 10 ans, de manière brute, donc à 6% par an, le montant que vous récupérez de votre investissement, au bout de 10 ans, il se monte avec un rendement brut de 6% par an à peu près 18 000 €. Avec les frais, la performance est beaucoup moins importante, puisqu'en fait, si on prend une base de frais de 2,3%, vous voyez qu'en fait, la performance, le montant que vous allez recevoir, il va être amputé de 3 727 €. Donc c'est énorme, ces 2,3% représentent au total à peu près 26% de la plus-value, donc 26% de votre performance est mangée, entre guillemets, par les frais des fonds. Donc vous voyez l'importance de ces frais. Alors si on prend une plus grande période et si on prend des taux, une performance encore plus importante, la part des frais est encore plus importante. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur les intérêts composés que je vous invite à
Regardez. Alors vous voyez avec cet exemple précis à quel point les fonds impactent la performance d'un portefeuille et à quel point finalement les gérants n'apportent pas vraiment grand-chose, n'apportent même rien du tout dans la gestion d'un portefeuille par rapport à ce que vous pourriez faire vous-même. Certains sont même allés plus loin en disant que la plupart des gérants devraient plutôt se retirer et essayer la plomberie. Et là, je vous donne une citation en fait d'un prix Nobel d'économie en 1970 qui s'appelait Paul Samuelson. Alors moi, j'irai pas aussi loin que ça parce qu'en fait, les gérants ont quand même une certaine utilité dans le sens où c'est eux qui font le prix du marché. Et s'il y avait plus de gérants, bah, je sais pas trop comment les prix seraient fixés en fait. Il faut quand même reconnaître un truc, c'est que l'industrie des fonds est quand même une industrie qui tourne un peu à l'envers. On est quand même dans un cas où d'habitude vous avez les sociétés prennent des marges, ont des frais. Pourquoi? Pour vous apporter une plus-value. Donc c'est pour ça que vous payez un produit plus cher. Alors je sais pas, un sac Hermès, un sac Louis Vuitton, etc. Donc parce qu'il y a une plus-value, parce que vous estimez qu'il y a quelque chose en plus. Là, on est quand même dans un système complètement délirant. C'est-à-dire que les marges, les frais, en fait, ne justifient pas une plus-value, mais ils expliquent une moins-value. Donc c'est quand même un métier quand même qui tourne un peu à l'envers, j'avoue. Et c'est vraiment un métier, par contre, qui a un gros avantage pour les fonds, c'est que les fonds, eux, ils gagnent à tous les coups. Pourquoi? Parce que les actions montent, que le fonds, que la performance du fonds soit bonne ou mauvaise, que votre patrimoine en fait baisse ou augmente, et en particulier qu'il baisse, et ben dans ces cas-là, à chaque fois, les fonds gagnent de l'argent. Parce qu'ils le gagnent avec les frais courants en particulier, sur le montant investi au total, et donc quelle que soit la performance du fonds. Alors certes, si le cours du fonds baisse, la base des frais baisse un petit peu, mais globalement c'est à la marge. Donc on est vraiment dans un métier quand même qui est un petit peu particulier, et il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'avenir des fonds de gestion active en particulier par rapport à leur performance. Alors attention, il n'y a pas que les gérants de fonds ou les fonds qui font un métier qui n'apporte rien aux consommateurs, au client final. Je vais vous donner par exemple un exemple. Ma fille, elle fait de l'italien depuis 3 ans, elle ne sait pas dire un seul mot en italien. Donc il y a quand même des gens qui quand même ont des métiers, il faut le faire quoi. C'est-à-dire que c'est des métiers qui n'apportent aucune valeur ajoutée et pourtant ils sont payés pour ça. On peut aussi citer les politiques, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à peu près 60% des lois ne sont pas mises en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les décrets d'application ne sont pas passés. Et si on parle du respect des lois, il y en a tellement aujourd'hui que, à mon avis, si on faisait une étude précise sur le sujet, je pense que 80 à 90% des lois ne seraient pas à respecter et appliquer. Donc vous voyez que les gérants ne sont pas les seuls. Après, les politiciens, on est obligé de les payer, les députés, on est obligé de les payer, les maîtresses d'école, on est obligé de les payer. Mais voilà, mais vous, les fonds, vous n'êtes pas obligé de les payer. Vous avez le choix de choisir votre méthode d'investissement. Et de ce côté-là, je vous invite clairement à gérer vous-même votre argent, à ne pas le confier à des fonds. Vous pouvez faire mieux que les fonds, vous êtes le meilleur investisseur qui soit pour vous, parce que vous connaissez votre stratégie, vous maîtrisez votre stratégie et surtout, vous maîtrisez vos frais. Vous pouvez investir intelligemment parce que non seulement la bourse, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, mais en plus, en le faisant vous-même, vous économisez énormément d'argent et vous augmentez votre performance. Bon, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder une vidéo dont je vous mets le lien sous cet article. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais, mais c'est un reportage justement qui explique ce que je vous dis et en particulier sur l'aberration en fait de confier son argent à des fonds alors que leur performance n'est pas au rendez-vous. The City of London, the centre of the financial world. It's here that some of the finest minds in global finance ply their trade. The pressures are huge, with salaries and bonuses to match. London's financial services. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite non seulement à mettre un petit pouce sous cette vidéo, mais je vous invite aussi à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre, à vos connaissances, à vos amis, pour que le plus grand nombre de personnes connaissent cette information et choisissent leurs investissements en connaissance de cause. Car n'oubliez pas, le meilleur investisseur, c'est vous et la bourse, c'est facile. À bientôt!